Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Nous passons la soirée ensemble sur le grand rendez-vous. Et nous serons accompagnés d'invités tels que directeurs d'école, présidente d'associations qui œuvrent pour la paix au Bénin et un phytothérapeute. Avant eux, suivons d'abord la météo. Le grand rendez-vous ce soir livre son deuxième numéro de la semaine concernant bien sûr les passeurs. Et ces messieurs qui facilitent la traversée aux écoliers. Nous allons recevoir tout à l'heure un directeur d'école pour en savoir un peu plus sur ce qu'il faut donc améliorer en faveur bien sûr de ces facilitateurs de circulation pour que l'école béninoise puisse donc continuer à bien marcher. Une semaine pour diffuser des messages de paix au Bénin. BB24 entre dans la danse par le grand rendez-vous. L'implication des jeunes dans la préservation de la paix, c'est à travers la communication non violente. C'est le sujet à débattre tout à l'heure avec l'espère. Les phytothérapeutes béninois, eux, sont en quête de remèdes contre les hémorroïdes. Nous allons suivre tout à l'heure des secrets de phytothérapeutes béninois sur nature et bien-être. Le grand rendez-vous vous offre également l'actualité du développement. C'est à 19h45 et présenté bien sûr par Roch Akoyenou. Bonsoir Roch. Bonsoir Asium Simplice Gaba. Alors, on se retrouve tout à l'heure à 19h45. Dites-nous, il y a quoi au menu? Oui, Asium, au menu du 19h45 de ce mardi, il y aura l'allaitement maternel dont la semaine mondiale débutée le 1er août dernier prend fin aujourd'hui. Nous vous informerons aussi du renouvellement du bureau du roi Jeff ainsi que du concours Miss Littérature dont l'édition 2018 a connu son épilogue le week-end écoulé. Et puis, un groupe d'artistes béninois était aux côtés des pensionnaires de la prison civile de Cotonou pour leur donner un peu de joie et d'espoir à une nouvelle vie, Asium. Merci beaucoup à vous, Roch Akoyenou. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Mais avant 19h45, Roch, nous allons ouvrir les plateaux de ce grand rendez-vous. Et on commence par vous diffuser les messages de paix. C'est sur l'espère. Oui, je vous donne la paix. Pas comme le monde la donne, lit-on dans les Saintes Écritures. L'Association pour la communication non violente parle de la paix
pas comme les autres associations, on peut donc se permettre de le dire ainsi. Cette association se base bien sûr sur la communication non violente et implique bien sûr les jeunes. Je reçois la présidente de cette association en pleine semaine donc de cet événement Jeunesse et Paix par la communication non violente. Sœur Fleur Nathalie Yasengezo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelqu'un a dit que la paix, c'est un comportement. D'autres définissent la paix et disent tout simplement que sans la paix, il n'y a pas de développement. Alors, au sein de l'Association pour la communication non violente, comment définissez-vous la paix? La paix, pour nous, praticiens de la communication non violente, c'est d'abord une attitude intérieure à entretenir et cultiver et refléter dans nos relations avec notre entourage, dans nos relations avec nous-mêmes. Et c'est la conséquence de cette attitude que nous cultivons, c'est la qualité de la relation, donc comme je disais, à laquelle ça nous conduit avec les autres, mais avant tout avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Alors, vous basez donc cette paix-là sur la communication non violente. Comment vous la définissez quand on parle de communication non violente? Alors, la communication non violente, c'est, j'ai l'habitude de dire, la façon la plus simple dont je la définis, c'est une manière de vivre qui nous permet de mieux nous comprendre et de mieux comprendre les autres. C'est la manière la plus simple dont je la conçois. Ben, si nous devons aller plus dans les détails, la communication non violente, c'est une pratique du langage et plus un art de vivre qui nous permet de conserver notre bienveillance, de conserver notre sérénité et d'être capable de la propager, quelle que soit la situation, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Quand on parle de communication non violente, ça dit ne pas hausser le ton en parlant. C'est quoi de Voilà, façon justement, lorsqu'on parle de non-violence de façon générale, oui, les gens pensent qu'il s'agit d'abord d'utilisation de mots gentils. Gentils, voilà. Et d'attitude passive où chacun fait ce qu'il veut, puis vous êtes là, vous dites non, c'est pas grave, pour qu'il y ait la paix, je ne réagis pas. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. La non-violence, nous ne pouvons pas, en voulant préserver les autres, nous faire violence et nous détruire nous-mêmes. Donc la communication non violente n'est pas d'abord une question d'utilisation de mots, c'est d'abord des dispositions mentales que nous créons et qui nous permet d'entendre les messages que les autres nous donnent d'une certaine façon et surtout qui nous permet d'être responsables des choix que nous faisons, de nos réactions. Et vous savez, habituellement, j'entends beaucoup de personnes dire, et je crois que j'ai été aussi longtemps dans cette logique selon laquelle nous nous portons bien quand tout va bien, quand les autres nous comprennent, quand les choses se passent comme nous voulons. Or, nous sommes dans un monde où les choses se passent rarement comme nous souhaitons dans nos relations. Alors, la communication non violente, c'est ce processus qui a été mis en place par Marshall Rosenberg, qui est un juif américain, parce qu'il s'est rendu compte que dans le milieu où il vivait, il y avait des personnes qui étaient très bonnes et qui pouvaient rester très bonnes, même dans les situations très difficiles. Mais en même temps, il y avait des personnes qui pouvaient être tellement violentes au point de tuer, d'éliminer l'autre. Et il a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme pour que, devant la même situation, les attitudes soient si différentes? Devant la même situation de peine, de souffrance, vous voyez quelqu'un qui déprime, qui se laisse détruire complètement, et quelqu'un dont le bien-être n'est pas du tout entamé. Et c'est ainsi qu'il a commencé, il est psychologue, il a entamé ses recherches pour comprendre que la manière dont nous nous exprimons quand nous nous parlons, ou quand nous parlons ou écoutons l'autre, joue un rôle déterminant dans les réactions que nous avons par rapport aux réalités qui nous entourent. Alors, quand on parle de communication non violente, est-ce que c'est un concept universel ou c'est également basé, sinon sa pratique est basée sur les réalités
des différentes régions, quand on prend par exemple le Bénin? Je crois que la communication non violente, c'est un processus qui peut être pratiqué par n'importe quelle personne dans n'importe quelle région de la Terre. Marshall Rosenberg a fait des formations, il a supervisé des médiations, fait des accompagnements sur tous les continents, en Europe, en Asie, en Afrique. Et partout où il passait, il disait, tant que nous avons affaire à la personne humaine, il y a quelque chose qui nous est commun. Et ce qui nous est commun sur laquelle la communication, sur lequel la communication non violente se base, ce sont les aspirations fondamentales de la personne humaine, ce que Marshall appelle les besoins. Dans chaque situation, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous disons, nous sommes en train, consciemment ou inconsciemment, en train de vouloir satisfaire un besoin. Et plus nous travaillons la conscience de ce qui anime nos choix, plus nous pouvons les gérer, les canaliser, les gérer de façon sereine. Alors aujourd'hui, au Bénin, je dirais même cette semaine-ci, vous avez décrété cette semaine comme une semaine où il faut diffuser des messages de paix. Ça a commencé depuis hier lundi. Quels sont ces genres de messages que vous aurez donc à diffuser à l'endroit du public, histoire d'inoculer, si vous voulez, ce concept de communication non violente et restaurer la paix au Bénin? Alors, nous avons déclaré cette semaine jeunesse et paix. Donc, nous voulons diffuser la communication non violente, des notions de la communication non violente tout au long de la semaine. Mais nous avons visé particulièrement la jeunesse parce que cette couche constitue un grand pourcentage de la population de notre pays. Je pensais que vous allez dire qu'au Bénin, la jeunesse communique de façon violente. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas cela notre observation. Parce que vous savez, la conception que nous avons de la violence n'est pas forcément la conception que le commun des mortels se fait. Parce que quand on parle de violence, nous entendons souvent violence par agressivité affichée, des coups de poing, des cris. Or, il y a beaucoup de formes de violence que nous faisons continuellement. Il y a beaucoup de formes de violence que nous faisons aux autres, parfois avec les meilleures intentions du monde. Donc, nous voulons attirer l'attention des jeunes sur ces pièges qui se trouvent dans notre langage, dans notre façon d'entrer en relation. Pas parce qu'ils sont les plus violents, mais parce que tout le monde en a besoin. Pourquoi nous avons choisi cette cible? C'est parce que, pour deux raisons. Comme je disais tout à l'heure, c'est la plus grosse partie de notre population. Et si nous voulons œuvrer pour une transformation sociale, nous ne pouvons pas nous passer de cette couche. La deuxième raison, c'est, je crois que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, des personnes qui auront la responsabilité de prendre des décisions pour ce pays, ce n'est pas des gens qui sont, ce n'est pas les vieillards. Okay. Donc, ce sont les jeunes. Donc, il est important d'apporter notre contribution à la préparation de la relève et nous nourrissons l'espoir que si ces jeunes aujourd'hui, avant d'avoir la responsabilité de prendre des décisions pour l'ensemble du peuple béninois demain, si déjà aujourd'hui, ils développe une certaine culture de la paix, développe une certaine façon d'entrer en relation avec l'autre, en sachant que les besoins de l'autre sont aussi importants que mes besoins. C'est cela la communication non violente. Comment est-ce que je fonctionne pour que ce qui vous tient à cœur et ce qui me tient à cœur soit pris en compte? Comment est-ce que nous fonctionnons pour que nos désaccords puissent être exprimés sans que personne se sentent obligés d'écraser l'autre ou de décapiter l'autre. Donc voilà, préparer cette génération pour que la transformation sociale que nous souhaitons pour le Bénin, pour l'Afrique et pour le monde devienne demain une réalité. Alors, mais comment comptez-vous entrer en contact avec cette cible-là, la jeunesse béninoise?
Oui, depuis depuis que nous avons commencé à annoncer l'événement, nous avons pris contact avec beaucoup d'organisations de jeunes du pays. Nous sommes sur beaucoup de réseaux sociaux pour faire passer ces messages et nous avons organisé donc sur toute la semaine, nous avons prévu 4 types d'activités. Nous avons prévu lundi et mardi la diffusion des messages de paix. Si nous avons le temps ici, là, maintenant, nous pouvons lire l'un ou l'autre message de paix. Et mercredi et jeudi, nous avons prévu des ateliers de sensibilisation, d'introduction à la communication non violente, où nous allons aborder des notions de communication non violente, échanger avec les jeunes sur ce que ça pourrait leur apporter dans leur façon de vivre, dans leur façon de planifier leur avenir et même dans leur façon de faire leurs revendications qui sont légitimes. Donc, nous allons échanger un peu autour de tout cela. Et du vendredi au dimanche, nous avons déclaré 3 journées nationales de prière pour la paix dans le monde et au Bénin. Et la grande activité, ce sera le dimanche, Journée internationale de la jeunesse. Le dimanche, nous avons prévu une caravane pour la paix qui commence de la place de l'Étoile Rouge à 14h pour finir au stade de l'Amitié, au Palais des Sports. Donc tous les jeunes sont donc invités. Les jeunes sont invités et au terme de la caravane, il y a un géant concert qui est gratuitement offert à tous les jeunes sur présentation d'un billet, bien sûr. D'un billet, bien sûr. Merci beaucoup à vous, sœur Nathalie Yassin-Guezo. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association pour la communication non violente. Vous êtes venu avec un message de paix. On voulait livrer ce message à nos téléspectateurs. Volontiers. Allez, à vous. Alors, nous avons prévu un message de paix pour cette journée du mardi. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'adresser ce message à nos téléspectateurs et à tout le peuple béninois, surtout à tous les jeunes. La paix est en nous. Nous sommes nés avec la paix. Oui, la paix est en nous. La paix est en nous, elle fait partie de notre nature. Elle est là dans la profondeur de notre être, attendant que nous la choisissions chaque fois que des situations de troubles et de tension nous visitent. La paix est en nous, elle est un trésor enfoui à l'intérieur de chaque être humain. Elle est un don précieux qui nous a été fait et que nous devons entretenir et offrir à notre tour. La paix est en nous, elle est un héritage dont nous jouissons et que nous avons le devoir de transmettre aux générations à venir. Elle nous rassemble autour de ce qui nous unit et nous préserve de ce qui nous divise. Merci beaucoup à vous pour ce message bien reçu et diffusé, bien sûr, sur BB24. Et si le temps nous le permet, très prochainement, tout le long de la semaine, on pourra vous offrir des messages de paix à travers, bien sûr, la communication non violente. Il faut donc comprendre tout simplement que vos besoins sont certainement les mêmes au niveau des autres. Donc, en cherchant à satisfaire vos besoins, pensez également aux autres. C'est ça la communication non violente. C'est un des principes de la communication non violente. Et c'est une des conditions importantes de la paix, je crois. De la paix. Merci à vous, sœur Nathalie Yassin-Guezo. À très bientôt. Et bien des choses à tous les membres de l'Association pour la communication non violente. Nous allons, mesdames et messieurs, rester toujours avec la jeunesse, mais cette fois-ci, plus jeune, on reste à l'école, bien évidemment, avec vous, pour parler des passeurs. Ceux-là qui facilitent, bien sûr, la circulation aux écoliers. Oui, ils partent ici par la bonne marche de l'école béninoise. C'est sur Autant Savoir. Sur Autant Savoir, aujourd'hui, deuxième numéro concernant bien sûr les passeurs. Hier, on a reçu un agent du CNSR qui est venu donc nous exposer l'accompagnement du CNSR en faveur bien sûr des passeurs. Aujourd'hui, on reçoit un directeur d'école. Avec lui, nous allons parler de l'organisation de la relation de l'école avec
ces passeurs. Ce sera juste derrière cet élément témoin réalisé bien sûr par Anno Adadja qui nous présente c'est qui en réalité le passeur et quel est son rôle. Le passeur, étoffe rouge, chicotte ou matraque en main, on les appelle passeurs ou scouts. Le sifflet soigneusement introduit entre les commissures, le passeur va et vient et stoppe à son gré les usagers de la route dans les deux sens. La voie est libre, les écoliers peuvent passer. J'aide les gens à traverser la voie pour éviter les accidents. Le passeur, déjà au poste à 7h-10, sa présence devant l'école rassure écoliers et tout le monde. Plus qu'un job, être passeur peut être assimilable à une mission divine. C'est une mission divine. Nous, on aime les écoliers, malgré la petitesse du salaire. Les automobilistes ne nous respectent pas. Ils ne nous reconnaissent pas notre valeur. Ils disent, quitte la voie, je vais te projeter maintenant. Le passeur, pauvreté et accidents font partie des risques liés au métier. Et pourtant, dans la plupart des cas des écoles en bordure de voie, la mobilité s'observe de part et d'autre. Cela crée beaucoup d'accidents. On a des blessés, on a même des parents aussi qui sont victimes des accidents. Et ce qui a fait que, après de longues réflexions, je me suis dit, bon, il faudrait que je recrute un passeur. Le passeur, un usager, donne ici ses impressions. Je pense bien que c'est une œuvre louable que ces personnes de bonne volonté font en faisant traverser les enfants afin de leur éviter d'éventuels accidents. Le passeur gagne moins du SMIC béninois, à savoir de 15 000 à 30 000 francs CFA, rarement 40 000. En outre, dans les écoles publiques, les subventions sont en retard ou quasi irrégulières, au point où ce sont les directeurs qui prennent le relais. Vu ces conditions, que faire? Je souhaiterais que les élus locaux pensent instaurer dans leur programme ou dans leur budget une partie de fonds, peut-être qui va leur permettre de recruter des personnes de bonne volonté pour pouvoir exécuter cette tâche de façon officielle. Le passeur. En attendant, les écoliers, eux, vont continuer de jouir des nobles services du passeur. Bien sûr, et on a en plateau un directeur d'école, il s'agit de M. Achille Eric Meimbeto, directeur de l'école primaire publique de Roula-Commun. C'est à Godomé, c'est ça? C'est à Godomé. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir parler de ces acteurs importants pour l'école béninoise. Il s'agit bien sûr des passeurs. Vous en employez chez vous, dans votre école? Pas de façon systématique. Ce rôle, jusqu'à présent, est confié aux gardiens et nous gérons comme ça d'abord. Ah oui. C'est le gardien qui joue le rôle de passeur, dans votre école. Et pourquoi lui avoir confié un tel rôle? Est-ce que c'est important? Ce n'est pas pour votre école, parce que votre école est en bordure de route, c'est ça? Oui, nous sommes en bordure de la voie pavée qui quitte le marché Godomé vers le CG Nokwe. Vous savez que lorsque le go-slow est d'une certaine importance, les gens dévient par là pour rejoindre Cotonou. Donc, c'est une voie de grande fréquentation. Mais la situation de Roula-Commun sur le plan financier, sur le plan de la relation avec l'APE, ne permet pas jusque-là d'engager quelqu'un de façon permanente qui va s'occuper de ce travail. Donc, c'est pourquoi le gardien nous aide jusque-là
à aider les enfants à traverser la voie. Alors, c'est le gardien qui joue le rôle de passeur chez vous. Comment le motivez-vous? Est-ce qu'il a des motivations spéciales pour pouvoir jouer ce rôle, en plus de son rôle de gardiennage? Oui, il y a une motivation spéciale et c'est souvent de l'approche du directeur. Nous l'intéressons souvent. Nous sommes en bon terme avec le gardien et tout ce qu'on lui demande, il est prêt à nous aider, à vous aider, à mieux gérer l'école. Et donc, si je comprends bien, c'est juste une négociation entre vous et le gardien? Voilà, jusque-là. Jusque-là. Oui. La mairie, la mairie ne s'en est pas impliquée. Et c'est dans ce sens que j'allais dire, il faut que la décentralisation évolue parce que, à part les infrastructures que la mairie gère, il y a beaucoup d'autres situations d'insécurité qu'on peut confier à la mairie. Les subventions qu'on envoie dans les écoles ne suffisent pas pour prendre en charge toutes ces charges, voilà. si vous permettez que je me répète, oui. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait eu comme ordre de suspendre même le paiement des gardiens dans les écoles. Et là, c'est le directeur qui gère au quotidien ces gardiens-là pour sécuriser un peu l'école. C'est seulement l'année passée que nous avons reçu encore l'autorisation de prendre en charge le gardien dans la subvention. Okay. Une subvention qui, vous savez, dans sa gestion, est amputée de la TVA. Et il y a beaucoup d'autres charges qu'on enlève. Donc le reste ne suffit pratiquement pas à gérer. Donc greffer sur cette même subvention encore le paiement d'un passeur, je ne crois pas que ce soit possible. Et pourtant, le passeur est important. Indispensable. Indispensable parce que la plupart du temps, vous voyez, tout le monde est pressé à Cotonou. Tout le monde. ZEM, particuliers, élèves, tout le monde est pressé. Et la plupart n'ont pas le permis de conduire, donc ils ne connaissent pas réellement le code de la route. L'objectif, c'est de filer, de rejoindre sa destination. Donc, lorsque tu demandes à quelqu'un qui est en retard pour son cours, un jeune écolier de terminale ou de seconde, qui a sa moto et qui est en retard pour son cours, n'entend pas s'arrêter. Le ZEM qui a pris quelqu'un qui est pressé d'aller quelque part n'entend pas s'arrêter, même quelques secondes pour laisser passer les enfants. Donc, c'est d'une importance capitale qu'il faut qu'on se prenne vraiment sur la question pour que ce soit réglé une fois pour toutes dans... je crois que le PAG doit prendre ça en compte dans la qualité de l'éducation qu'on veut. Je crois que la sécurité des enfants doit avoir une place très, très importante. Et on comprend tout simplement que l'école béninoise a véritablement besoin de passeurs, a besoin donc de sécuriser vraiment les enfants sur la route. Voilà. Tout simplement. Alors maintenant, à part donc l'État à qui vous faites appel, est-ce qu'il n'y a pas des structures qui vous viennent en aide, en appui, en faveur bien sûr de ces passeurs-là? Bon, il n'y a pas de structure. Hier, on a reçu le CNSR qui nous a dit, par exemple, qu'il participe à la formation de ces passeurs-là. Voilà, nous avons reçu le CNSR, évidemment, l'année passée, et ils nous ont offert leur disponibilité à former quelqu'un qu'on mettra à leur disposition. Et dans ce même schéma, ils nous ont invités et nous avons envoyé quelqu'un qui a suivi la formation, qui a reçu le matériel que nous utilisons d'ailleurs là. C'est un appui, mais un appui pas très grand, parce que le vrai problème, celui qui viendra pour jouer ce rôle, il faut qu'il soit payé. Il a peut-être une famille. Il ne peut pas rester là du matin au soir et rentrer les mains vides. C'est le vrai problème. Et donc, c'est le directeur lui-même qui sort l'argent de sa poche pour payer, pour que le passeur puisse vraiment aider les enfants. Ça ne se dit pas, mais on est obligé de le dire. Oui. Si tu es un directeur d'école, c'est quelqu'un qui a quand même le cœur à la tâche, tu ne peux pas fermer les yeux sur certaines choses. Parce qu'il y a les accidents scolaires qui sont là. Lorsque l'enfant sort de l'école et au portail, quelqu'un le ramasse, c'est la responsabilité de l'école. Tu dois l'amener à l'hôpital. Tu fais les premiers soins obligatoirement. Cet agent va sortir d'où? C'est ça. Donc, il faut mieux prévenir que de vouloir guérir. Voilà. Donc, on fait face sans rien penser, parce que c'est notre boulot, c'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité. Voilà. Et vraiment, nous vous en remercions en attendant, bien sûr, que les autorités vous écoutent, vous entendent pour pouvoir donc venir en aide et organiser vraiment ces passeurs-là pour que ça soit quelque chose de régulier dans l'école béninoise, au sein de l'école béninoise. Voilà, c'est notre espoir. Mais au-delà de ça, vous savez, les passeurs restent souvent
au portail. On traverse la voie à l'enfant de l'école vers l'autre côté. Mais il y a des enfants qui traversent 2 ou 3 voies principales avant de rejoindre leur maison. Je vois que le problème ne se situe pas donc seulement au niveau de l'école, par rapport au passeur, pour sécuriser réellement les enfants. Mais il faut vraiment inviter tous ceux qui fréquentent la route à aller apprendre le code de la route. À savoir que lorsqu'on voit un enfant, il faut pouvoir s'arrêter. Lorsqu'on voit un piéton, il faut pouvoir s'arrêter et le laisser passer. Personne ne veut laisser la place à l'autre dans la circulation. Et c'est dommage. C'est dommage. Ah oui, donc au-delà de ça, il y a vraiment un grand travail, de sensibilisation à effectuer sur la voie de façon générale. Voilà. Parce que je vois en réalité ce que vous dites, parce que les passeurs restent au niveau du portail des écoles. Voilà. Mais quand les enfants se trouvent de l'autre côté... Avant le portail, ils vont traverser d'autres voies avant de venir. Voilà. Oh là là, mais c'est quand même du boulot. Jusque-là, il y a certains parents aussi qui se mettent à la tâche, qui jouent le rôle de... Ils viennent chercher les enfants le matin, ils les amènent le matin plus tôt, ils viennent les chercher le soir et sécurisent les enfants. Mais faut-il confier cette tâche-là aux parents tout le temps? Bon, il reste à savoir. Il reste à savoir aussi. Et donc, pour vous, c'est vrai que vous n'êtes pas un spécialiste du bureau d'emploi et tout le reste, mais comment, jusqu'à quelle hauteur on peut donc motiver un passeur aujourd'hui? Mais le travail de passeur, c'est un travail comme tout autre. Très bien. Il faut pouvoir payer au moins le SMIC. Il faut pouvoir payer au moins le SMIC aux passeurs. C'est des gens qui sont pour la plupart sans diplôme, mais ce n'est pas une raison pour leur jeter 15 000, 20 000. On est obligé de le faire parce que c'est notre possibilité, mais il faut quand même pouvoir, dans l'avenir, si le gouvernement peut prendre vraiment en charge, confier à la mairie, je ne sais pas comment ça va se gérer, que tout travailleur dans le secteur public puisse être payé quand même au SMIC. Au SMIC. Oui. Et donc les gardiens aujourd'hui sont mieux, on peut le dire ainsi, ils sont mieux lotis. Pas très bien lotis. Pas très bien. On gère aussi. Parce que s'il faut payer le SMIC à un gardien sur 12 mois, évaluer ça, enlever de la subvention, il ne restera plus rien pour le fonctionnement de l'école. Donc on donne juste ce qu'il faut et le reste, le directeur gère. Le directeur gère tout simplement pour que l'école puisse vraiment fonctionner. Merci en tout cas à vous, merci beaucoup. Monsieur Achille Éric Meïng-Betor, d'être venu vraiment sur ce plateau et nous parler bien sûr de la situation des passeurs et également leur importance pour l'école béninoise. On comprend tout simplement qu'il faut donc améliorer leur situation et il faut généraliser la chose et sensibiliser également les motocyclistes, les usagers de la route par rapport donc aux élèves à leur traversée. Donc à chaque fois qu'ils rencontrent des élèves sur la voie, il faut quand même qu'ils s'arrêtent et permettre bien sûr à ces enfants-là de passer, tout simplement traverser la route. Voilà, vous avez bien résumé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de BB24. À très bientôt. Merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition pour d'autres sujets. On espère bien vous retrouver avant la rentrée avec pour voir est-ce que la situation s'est améliorée, est-ce que le gouvernement a pu donc répondre à vos doléances. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous allez revenir. Nous allons revenir. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Nous allons rester bien sûr avec nous le temps qu'on accueille bien sûr Heureuse Danolé et son invité. Nous allons parler de bien-être cette fois-ci, des remèdes de la phytothérapie béninoise contre les hémorroïdes. C'est sur Nature et Bien-être. Merci de nous retrouver sur Nature et Bien-être aujourd'hui et de nous suivre dans les secrets de la phytothérapie béninoise en quête de remèdes contre les hémorroïdes. On suit d'abord ce reportage signé Heureuse Danolé qui nous parle bien sûr de la maladie des hémorroïdes. L'hémorroïde est un plexus veineux qui se trouve au niveau du canal anal et du rectum présent chez tout individu.
Elle devient pathologique lorsqu'elle commence par entraîner des troubles chez l'individu. Nous avons premièrement une hyperpression artérielle au niveau des plexus hémorroïdaires. Le deuxième facteur est un facteur mécanique qui est lié à un ligament au niveau du pelvis, ce qu'on appelle le ligament de Parks, qui a pour rôle de soutenir ce plexus veineux. Il existe deux grands groupes d'hémorroïdes qui dérivent de la distribution du plexus hémorroïdaire, d'où les hémorroïdes internes et celles externes. Les différentes recherches scientifiques effectuées permettent de dégager certains facteurs qui favorisent le mal. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'hérédité. Il a été prouvé que lorsque vous avez des membres de votre famille sur certaines générations qui ont développé des hémorroïdes, vous avez un risque plus accru de développer ces hémorroïdes par rapport à la population générale. À part l'hérédité, nous avons des facteurs alimentaires qui peuvent favoriser l'apparition des hémorroïdes. Au nombre de ces facteurs, nous avons l'alimentation trop riche en épices, l'alimentation trop riche en viande et l'alimentation trop riche en éléments constipants. En cas d'hémorroïde interne, l'identification se fait lors d'un examen appelé anoscopie, contrairement à l'identification de l'hémorroïde externe. S'agissant des hémorroïdes externes, le diagnostic est très simple. Il se fait pendant l'examen clinique que réalise le médecin. Le malade est mis dans une certaine position et le médecin écarte simplement les fesses. Et ça lui permet de regarder au niveau de l'anus et de faire le diagnostic. Caractérisé par une douleur au niveau de l'anus, des saignements ou les boules de chair, l'hémorroïde requiert une multitude de traitements qui dépendent du stade évolutif de la pathologie. La première chose à faire, c'est de réduire la consommation de la viande, des boissons alcoolisées, des épices, des moyens médicamenteux. Nous avons les médicaments qui sont des vénotoniques, qui augmentent la tonicité des veines. À part les moyens médicamenteux, nous avons les moyens instrumentaux, nous avons les moyens chirurgicaux. Au niveau de l'anus, plusieurs autres pathologies sont présentes et semblables à l'hémorroïde. Cependant, elles sont pour la plupart plus graves et mortelles. Exemple du cancer de l'anus, dont les symptômes sont similaires à ceux de l'hémorroïde. Merci à vous, Sylvania Tchanou, pour cet élément témoin. On revient en plateau avec Monsieur Augustin Couglot. Il est le directeur exécutif du groupe de recherche et d'appui à la médecine traditionnelle africaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Heureuse Danodé, bonsoir. Bonsoir, Siom. Apparemment, on va préparer, c'est pas de la tisane sur le plateau. Je vous assure, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Contre les hémorroïdes. Tout à fait, interne comme externe. Interne comme externe. Et oui, on a eu dans le reportage les dispositions prises au niveau de la médecine moderne. Maintenant, sur le plateau, on va parler de l'apport de la médecine traditionnelle pour le traitement ou la prévention des hémorroïdes. Alors, merci d'être là, Président. Merci. Vous avez plusieurs titres, mais nous avons préféré prendre juste ça, qui présente un peu votre poids dans les recherches au niveau de la médecine africaine. Merci. Alors, lorsqu'on parle de la phytothérapie, dans la prise en charge des hémorroïdes, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent traiter déjà le mal? Oui, merci. Il y a des plantes. D'abord, pour parler de la phyto, de l'hémorroïde, vous savez, quand on parle de la médecine traditionnelle, là, on parle des connaissances explicables ou non. Les connaissances explicables ou non. Il y a des remèdes que nous administrons et ce n'est pas explicable. Mais ça travaille. Vous voyez. D'abord,
quand on parle des hémorroïdes, il faut savoir qu'il y a problème, c'est-à-dire au niveau de l'anus. Oui, et le que médecin l'a dit. c'est les veines qui sont à ce niveau ont des problèmes. Les veines sont fragilisées. Oui, c'est ce qui nous amène, nous, phytothérapeutes, hein, à bien traiter l'hémorroïde. Ok. Directement, on essaie d'agir sur les veines, sur le sang de la sur personne. les veines. Sur le sang. Sur le sang, parce que déjà, là, il y a une varice arrondie. Vous voyez? D'où le... C'est-à-dire autour de l'anus. Qu'est-ce qui a amené ça? Ah bon? On pense à ça d'abord. Là, il faut, c'est-à-dire d'abord s'atteler aux interdictions. Celui qui mange mal, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de la viande seulement. De quelle viande il s'agit? C'est-à-dire nous devons manger de la viande. Mais viande fraîche là, il faut éviter ça. Poisson frais, il faut éviter ça. Pour prendre de la viande là. Donc déjà ceux qui aiment bien consommer du Wevi Mousson. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Hein? Consommer, c'est-à-dire, toutefois là, c'est des aliments riches. Hein? Quand tu n'es pas riche là, tu prends ta fourchette, tu dis donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ah, tu as accumulé quelque chose là. Vous voyez? Donc, c'est de là que le phytothérapeute hein, arrive hein, à traiter les hémorroïdes. Comme nous le savons, il y a interne et externe. Externe, voilà. Vous voyez? Mais chez nous, ce que la médecine moderne a de plus que nous, c'est les opérations. Nous, on ne peut pas trouver des ciseaux, vous voyez, pour faire. Mais à part ça, non. Nous disposons des remèdes efficaces. Très efficaces. Et sans opération, sans opération sans rien. D'abord, on prévient. Il faut prévenir les hémorroïdes. Si vous ne prévenez pas les hémorroïdes, quand ça va, c'est-à-dire qu'à l'installation des hémorroïdes, c'est problème. Il ne faut pas que... Ça, c'est sale. Allez, il faut éviter ça. D'accord. Et pour éviter, quand on souffre déjà du mal, prenons peut-être le cas de l'hémorroïde externe. Quand on vient vous voir, vous, phytothérapeute, quelles sont les plantes que vous utilisez pour donner satisfaction aux patients? Automatiquement, je vais donner une recette sans réserve. Ça, c'est pour la nation. Si vous prenez notre Amavivet, notre Amavivet, là, oui. Vous voyez? Le Vénonia. Oui. Vénonia, oui. Vous prenez ça, triturez le Vénonia seulement et recueillez l'eau. Il ne faut pas ajouter une autre eau. Hein. Malgré ce goût amer de... Non, je ne sais pas consommer. Attendez-moi, non. Vous triturez, vous recueillez l'eau. Oui. Et vous envoyez ça dans l'anus. Quand c'est sorti, peut-être vous mettez ça dans une bouteille de coton. Vous mettez ça dedans. Allez, allez, vous envoyez ça là-dessus. Et la personne porte son caleçon. Quelques temps après, c'est fini. Vous allez voir. Ça repart? Vous allez voir. Avec Amavivet. Tout simplement. Oui. Même avec ça, on peut faire des bains de siège. On prépare comme tisane, tu laisses refroidir. Et la personne s'assoit dedans. Comme s'il veut faire... Oui, quelques temps après, rapidement, allez. Ça repart. Vous voyez. Il y a des trucs... Est-ce que c'est explicable? Ça, c'est explicable. Oui. Et qu'est-ce qui agit? Est-ce que ça agit? Oui, les principes actifs de Amavivet agissent sur le mal. Je vais vous parler de remèdes inexplicables, non explicables maintenant. Prenez l'escargot. Oui. Et tenez l'escargot comme ça et vous cassez le bout pointu là et vous recueillez l'eau. C'est explicable là maintenant. L'eau là maintenant, il y a des trucs qu'on doit mettre dedans. Je peux citer un. Vous prenez l'incon seulement là. Vous écrasez bien l'incon. Oui, poivre. Vous prenez ça correctement. Et vous mettez ça dedans. Dans l'eau là, l'eau de l'escargot. Et vous allez, mettez ça dans un coton là. Allez, présentez bien. Oui, la réalisatrice veut bien voir le poivre. C'est l'incon, vous voyez. Notre l'incon. Oui, c'est notre l'incon. Vous passez ça. Vous mettez dans du coton et vous envoyez ça là-dessus et portez votre slip. Quelque temps après, vous allez voir. C'est avec le bave d'escargot, hein? Oui. Est-ce que c'est explicable?
Peut-être que ça a également d'autres principes actifs. Ah oui, vous voyez. Donc, si vous prenez ça, hein, je disais, il faut prévenir. Hein? On va en venir à la prévention, mais très rapidement, maintenant, on parle de la prise en charge, du traitement avec ça, de l'externe, de l'hémorroïde externe. Hein? Ou soit vous allez au marché. Ça, c'est coclodin, c'est un peu partout. Pardon? Coclodin, on appelle ça. Assume, on dit ça? Comment on l'appelle en français? Là, je ne connais pas. Comment on l'appelle en français? Vous avez le nom scientifique? Non. Après Agbani va vous envoyer ça. Va nous envoyer ça. Oui, il va vous envoyer ça. Vous prenez le coclodin, le kesu et le chayo. Il y a chayo ici. Les trois. Ceci, il y a kesu, le ake. Vous voyez, vous préparez. Hein? Et on prend comme tisane. Tout simplement. Matin, soir, c'est fini. Ce qui est sûr, tu prends automatiquement. Tu sens en même temps les effets. On va revenir tout à l'heure pour continuer avec les différents remèdes contre les hémorroïdes. Pour le moment, il est 19h45 sur le grand rendez-vous. Roch Akouayinou nous attend dans la rédaction de BB24. Avec lui, nous allons pouvoir suivre l'actualité du développement. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Il est 19h45. À vous, Roch. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est bien sûr 19h45. C'est le journal. Voici les titres. La semaine mondiale de l'allaitement maternel prend fin ce jour, une semaine mondiale décrétée afin d'encourager l'allaitement maternel et d'améliorer la santé des nourrissons dans le monde entier. Concours Miss Littérature 2018. L'édition 2018 a donc livré son verdict week-end dernier. L'initiative est d'une journaliste écrivaine qui veut célébrer la beauté intellectuelle et redonner le goût de la lecture aux jeunes femmes. Et puis spéciale fête de l'indépendance à la prison civile de Cotonou. Les détenus ont célébré en musique la fête nationale sans aucun complaise. Ils ont chanté et dansé pour se distraire. Et voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée chaque année du 1er au 7 août prend fin ce soir. Donc, une semaine au cours de laquelle des sensibilisations sont organisées sur les bienfaits de l'allaitement maternel pour le nourrisson. Nous allons vous inviter à suivre un reportage qu'a réalisé Heureuse Danondé sur justement les bienfaits de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, la méthode optimale pour alimenter son bébé. Plus meilleur que le lait artificiel, les Nations Unies ont décrété toute une semaine mondiale pour le célébrer. Célébrer également les femmes qui mettent leur bébé au sein et amener d'autres femmes à faire ce choix. Cette semaine d'allaitement maternel, ça doit être une occasion pour que tout le monde puisse vraiment s'engager ensemble pour convaincre encore les femmes qui sont encore indécises dans l'allaitement maternel, surtout exclusif pour les enfants depuis la naissance jusqu'à 6 mois. On a identifié dans chaque village une mère modèle, c'est-à-dire une mère qui a eu le courage de pratiquer cet allaitement maternel et qui peut bel et bien témoigner sans se tromper sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Et ce couple sera mise à contribution pour vraiment faire la sensibilisation de village en village pour convaincre les autres mères. Le lait artificiel n'est pas sûr pour la santé du bébé, mais le lait maternel est plus que sûr. Il contient de l'eau, des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et minéraux, mais aussi et surtout des hormones, des enzymes, des facteurs de croissance, des facteurs antibactériens et des facteurs antiviraux. Selon les nutritionnistes, c'est un lait unique. Malheureusement, au Bénin, toutes les mères n'allaitent pas leur bébé, encore moins lorsqu'il s'agit de le faire pendant 6 mois de façon exclusive. Le fait qu'il n'y a que 4 enfants sur 10 qui soient allaités exclusivement au Bénin
nous allons accompagner le gouvernement pour évaluer les causes et bien sûr qui sera suivi d'un plan de mise à échelle de l'allaitement maternel exclusif. Bien entendu, en commençant par la mise au sein précoce. Dès que l'enfant sort du ventre, sur la table d'accouchement, il faut que déjà l'enfant soit mis au sein. Il n'y a plus question de l'enfant naît et on donne du sérum glucosé ou bien on donne du tisane. Non. On met l'enfant au sein et cet enfant va bénéficier du premier lait et tous les autres laits jusqu'à ce que l'enfant atteigne 6 mois, sans l'eau, sans rien. Ce premier lait qui sort après la naissance du bébé contient du colostrum, un liquide jaunâtre appelé premier vaccin du nourrisson, extrêmement riche en nutriments et en anticorps et efficace contre les infections. Et ses effets positifs se voient non seulement sur le nourrisson, mais aussi sur la mère, les parents et finalement sur le système de santé. L'idéal serait donc d'allaiter son enfant durant 2 ans, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, et rigoureusement pendant 6 mois. Et voilà donc, si le leadership féminin a encore du chemin à faire en Afrique, les femmes ouest-africaines veulent se démarquer et donnent le ton. Samedi dernier à Cotonou, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Roajef du Bénin, a renouvelé son équipe dirigeante pour un nouvel élan, occasion pour notre rédaction de s'imprégner des idéaux et des fondements de ce réseau. Marcel Arossi, Gérard Zouemen. L'émergence d'un véritable leadership féminin n'est plus à démontrer en Afrique. Au Bénin, c'est une tendance qui évolue à une vitesse non négligeable. Plusieurs réseaux de femmes sont formés et continuent de se former. Ici, c'est le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. Le Roajef a vu le jour à Dakar au Sénégal en 2009. Et qui a pour objectif de réunir en son sein les jeunes femmes qui ont déjà fait leur preuve dans les différents pays de l'espace CEDEAO, de faire en sorte qu'elles puissent unir ces efforts-là et donner plus de la voix à la difficulté qu'on leur connaît, c'est-à-dire leur propre promotion, leur positionnement dans les instances décisives, leur reconnaissance en tant que leader dans différents domaines. Développer pleinement le potentiel de citoyenneté des jeunes femmes en vue de favoriser leur participation au processus de décision et au développement de la sous-région est leur mission essentielle. Elles luttent surtout pour la protection de la jeune femme. Nous intervenons sur la thématique santé de reproduction des adolescents et jeunes. Et en la matière, nous avons signé un partenariat avec l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est un projet qui a tenu compte de l'importance du dialogue parent-enfant. Nous avons mis en place également une bande dessinée appelée Samira, qui a dénoncé le phénomène du mariage forcé, du mariage des enfants, le phénomène également des femmes qui, sur le cours du chemin, peuvent abandonner les études et qui se voient marginalisées. Et pour conduire ce réseau du Bénin de jeunes dames, à la tête, Marielle, qui évolue désormais au niveau régional, sort et laisse entrer Mariette. Alors, ce qui est déjà capital pour nous, c'est déjà de développer le leadership des jeunes filles et des femmes, mais aussi l'autonomisation de la jeune fille et des femmes de façon générale, et de travailler également à lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. En tant que réseau, aux côtés des jeunes filles et des jeunes femmes, nous allons développer beaucoup d'activités, toujours pour impacter. Je crois que c'est seulement à ce prix que nous allons mieux faire connaître le réseau, être aux côtés des autres associations, des autres structures, des autres institutions qui travaillent déjà dans le domaine. Elle déborde d'idées et d'atouts. Leur point commun, un brûlant désir de contribuer à façonner l'Afrique de demain. Miss Littérature est un tremplin pour redonner le goût de la lecture aux jeunes femmes. Une initiative de Carmen Toudonou, journaliste écrivaine qui veut célébrer la beauté intellectuelle. La finale du concours de l'édition 2018 a eu lieu le week-end dernier. Anthony Alaka, Herman Rodrigue à Mégan pour le compte-rendu. Une couronne sagement posée, juste à l'arrière de leur siège. Mais un exercice intellectuel est impératif pour la décrocher. 10 candidates, dont une seule sera ambassadrice de la littérature. Un domaine de plus en plus orphelin, du fait du désintérêt de la couche juvénile.
Nous ne donnons pas toujours les livres aux enfants, nous ne donnons pas toujours les livres aux jeunes. Et nous nous sommes dit donc un tel concours pourrait démontrer déjà que le fait qu'une jeune fille aime la lecture n'est pas du tout ringard, c'est plutôt une attitude positive pour renverser la tendance et amener le maximum de personnes à mieux s'intéresser à la littérature. Remonter la pente, il le faut. Celles-ci, triées sur le volet, ont brillé par leur intérêt pour le fait littéraire et se sont retrouvées en finale de Miss Littérature. Sous les jeux de lumière, elles ont été secouées. Éternellement, je me souviendrai de chacun des pas qui m'ont mené ici. Je mets à l'honneur Dame Carmen Toudanou, écrivaine béninoise, aussi belle que son initiative et sa plume. C'est une œuvre riche de réalité du Bénin et qui montre la maîtrise de son pays par l'écrivain. Leur culture livresque est passée au peigne fin. Selon vous, quel est le nom de la première femme béninoise dont l'œuvre a été inscrite au programme scolaire? La finesse de leur plume est mise à l'épreuve. Nous voudrions vous demander de nous rédiger un paragraphe qui traite d'une œuvre littéraire africaine, d'une œuvre d'une femme africaine. Une succession d'étapes qui a vu se décider le triomphe de Mariette Roukonou, jeune étudiante de 21 ans. Je suis une accro de la lecture, je suis en lettres modernes donc je n'ai pas un griffe le choix. Je suis toujours dans les livres. Quand j'ai participé, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me préparer comme il le faut. Mais mes lectures antérieures, mes connaissances antérieures m'ont été d'une grande aide. Miss Littérature, plus que la beauté, c'est l'intellect qui est célébré. L'amour pour le livre qui est inoculé. L'art des belles lettres qui est mis en valeur. Cette initiative permet de mettre en exergue la beauté intellectuelle. Au lieu de célébrer uniquement la beauté physique, il est important qu'on célèbre également la beauté intelligente. Après avoir conquis la jeunesse féminine béninoise, Miss Littérature va s'expatrier. En clair, l'intelligentsia juvénile béninoise va se mesurer à celle de la sous-région pour l'édition 2019. Merci Herman Améguin. Quelques nouvelles brèves hors des frontières béninoises. À présent, au Sénégal, tous les indicateurs sont au vert pour la filière mangue. Depuis le début de la campagne de commercialisation 2018, 14 000 tonnes du fruit ont été exportées vers l'Union européenne sur un total de 16 000 tonnes. Au-delà de cette satisfaisante campagne de commercialisation, les responsables sénégalais de la filière mangue plaident pour un renforcement des capacités d'inspection et de contrôle des cargaisons afin de lutter efficacement contre la mouche des fruits. Il importe aussi de rappeler que le Sénégal a écoulé en 2017 plus de 17 000 tonnes de mangue pour environ 10 milliards de francs CFA. Le pays représente le troisième exportateur du fruit d'Afrique de l'Ouest derrière la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Le Bénin, pays voisin au Burkina Faso, produit également chaque année des tonnes de mangue, surtout dans sa partie septentrionale. Et en Côte d'Ivoire, depuis quelques jours, les bouteilles de gaz sont difficiles à trouver à Abidjan et les prix de celles qui sont proposées à la vente ont grimpé de 50%. Derrière ce phénomène qui pourrait se poursuivre jusqu'en octobre prochain, des problèmes de stockage d'une énergie massivement importée. Les bouteilles habituellement vendues à 2 000 francs CFA pour le modèle B6 ou fait tout à 5 000 francs CFA l'unité pour la bouteille de 25 kg sont passées à respectivement 3 000 et 7 000 francs CFA. Le directeur de la Société nationale des opérations pétrolières a expliqué que la situation est due à la rupture de la chaîne d'approvisionnement au niveau de la Pétroci. Et on revient au Bénin pour parler de cette spéciale fête de l'indépendance à la prison civile de Cotonou. Les détenus ont célébré en musique la fête nationale sans aucun complexe. Ils ont chanté et dansé pour se distraire. C'était une initiative de l'agence pénitentiaire du Bénin. Sandra El Sani et Patrick Adjagodjou étaient nos témoins. Voici leur reportage. C'est un grand moment de convivialité que ces locataires provisoires de la prison civile de Cotonou ne sont pas prêts à oublier de sitôt. Ces hommes et femmes privés de liberté
ou en attente d'être jugés ont célébré derrière les barreaux leur fête de l'indépendance. Du bon son a vibré à l'intérieur des cellules des détenus. Ils sont sortis en masse pour étancher leur soif de distraction et par ricochet démontrer leur talent d'artiste. Épris d'envie de se défouler, les détenus ont aussi esquissé des pas de danse au rythme des belles sonorités des artistes béninois. Être privé de liberté est une grande épreuve. C'est une privation. Et vous avez dû le remarquer, il y a de la joie, ils sont contents. Tout cela participe de la réinsertion. Ça participe aussi du contact du détenu avec le monde extérieur. Et ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas des parias, on ne les a pas rejetés de la société, mais on leur offre des occasions pour s'amender, pour retourner à la société meilleure que ce qu'ils étaient. Un festin qui a transformé le stress, la solitude et les souffrances pénitentiaires des détenus de la maison carcérale de Cotonou en espoir pour de meilleurs lendemains loin des murs de la prison civile. L'apothéose de cette spéciale fête de l'indépendance aura été la présence de Vivi l'International. Il y a la prison, mais il y a encore prison dans prison. Donc des souffrances impossibles. J'ai demandé à l'Éternel de les délivrer. Il faut toujours que les mamans viennent ici leur parler. Ils auront besoin de téter. Je veux les voir dehors. Je veux voir mes enfants dehors. Parce que mes seins là, il y a trop du lait dedans. L'agence pénitentiaire du Bénin a voulu, à travers cette initiative, donner la joie de vivre et l'espoir d'un avenir radieux aux détenus qui sont aussi des êtres humains. Vous êtes ici en tant que des personnes qui ne sont plus appelées à revenir. Ce n'est pas parce que vous êtes détenu ici que vous êtes déjà coupable. Raison pour laquelle vous devez tout faire pour vous amender. Vous devez tout faire pour savoir que ici, ce n'est pas la maison. La vie en prison n'est pas éternelle et chaque prisonnier aura reçu sa dose de motivation pour ne pas croire que la prison civile de Cotonou est un lieu idéal pour y passer toute sa vie. La liberté vaut plus que de l'or. La liberté. Dieu coconino. Nédo. La liberté vaut plus que de l'or. Et oui, effectivement, la liberté vaut plus que de l'or. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos que nous mettons un terme à notre intervention sur le grand rendez-vous de ce soir. Assioum Gaba, je vous retourne l'antenne pour continuer cet entretien avec votre invité et Heureuse Danondé. Oui, merci beaucoup à vous, Roch Akoino, pour la présentation du journal. Les remèdes, vous en avez ici. Hein, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre d'hémorroïdes, en tout cas, des pistes sont données ici par notre invité, Roch. D'accord, c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et chaque fois que vous captez BB24, vous partez toujours avec un plus. Donc, suivez soigneusement les conseils de notre invité que nous avons invité pour vous. Merci à vous, Roch, en tout cas pour les recommandations. C'est tombé dans les oreilles de nos téléspectateurs. Il y en a même qui nous suivent depuis le Canada. Je pense particulièrement à M. Ali Touré, qui nous a écrit sur Messenger pour nous dire, et qui nous suit sur YouTube et sur le grand rendez-vous religieusement, lui, depuis le Canada. C'est un spécialiste, c'est un docteur en télédétection spatiale. Il travaille bien sûr au Canada. Merci à vous de nous suivre toujours. On revient en plateau avec votre invitée, Heureuse Danondé, pour continuer toujours avec les remèdes contre les hémorroïdes. Bien sûr. Alors. En tout cas, elle est venue avec assez de plantes, de feuilles. Maintenant là, vous disiez tantôt que le chayo, vous avez présenté un certain nombre de plantes là. Le chayo, oui, le avec cocodin, le kesu, voilà. On met les trois plantes ensemble et on prépare avec de l'eau seulement. Avec de l'eau simple. C'est fini. Et on boit. On boit. Et ça repart. Parce que là, on parle de l'hémorroïde externe. Tu donnes ma parole. Oui. Est-ce que la phytothérapie aide les gens vraiment à guérir totalement
de l'hémorroïde. Je pèse mes mots, je le redis. Ça aide les gens à guérir totalement. Et ça ne revient plus. Ça ne revient plus. En tout cas, quand vous suivez. Le problème est de suivre les interdits. Voilà. Même si tu n'as pas l'hémorroïde, et tu te mets dans une posture de beloutor là. Attention, quelque chose t'attend. Tu manges trop gras. C'est toi. Ce qui, et chaque fois, c'est vitamine. Je veux vitamine. Alors que le sang est encombré. Le sang est encombré. Vous voyez? Et vous voyez, avant de faire le tour là, arrivé au niveau de l'anus là, le sang ne remonte plus. Vous voyez? Il y a une stagnation au niveau de l'anus. Et les veines de l'anus sont infectées. Vous voyez? Maintenant, il faut tout faire pour faire circuler le sang normalement. Et avec les feuilles, ça avec les feuilles, ça, c'est-à-dire, on n'a pas de produit à peu près. D'accord. Mais au niveau de l'hémorroïde interne, les plantes interviennent aussi? Par exemple, vous prenez l'huile là, c'est l'huile parmise. On dit le chocho. Chocho bien fait. Il y a chocho payo, chocho. Il y a des produits qu'on met dans chocho pour traiter l'hémorroïde. Mais chocho seul, ça traite efficacement les hémorroïdes. Ok, rien que chocho là. Même si tu ne maîtrises pas d'autres paramètres, et tu as chocho bien fait. Ce n'est pas chocho fait avec huile rouge. Tu prends cuillère café matin, soir, sans rien. On boit le chocho là. On boit. On boit. Vous voyez? Et tu prends un peu, tu passes. Avec l'odeur là. Pas d'odeur. Chocho n'a pas d'odeur. Non. Quand c'est mal fait, ça a d'odeur. Tu prends chayo. Moi, j'ai traité ça avant d'amener ça ici. Tu prends, on mange. Bien lavé, bien sûr, bien nettoyé. C'est mon domaine, non? Je l'ai fait avant de venir ici. Ok. Mais tu donnes aux patients, ils mangent. Ce qui est sûr. Pour traiter l'hémorroïde à l'interne. À l'interne. Vous voyez, quand c'est à l'interne, c'est encore grave. Si tu ne sais pas faire, tu auras fissure anale. C'est quand tu n'es pas bien traité, tu laisses là, aller pour le sang va continuer à sortir. Nous avons vu les feuilles de mangue. Oui, de manguier, vous voyez, il y a une poudre ici. Je n'ai pas voulu me traîner là-dessus. Donc tu prends les deux feuilles là, tu traites ça, et puis les feuilles du manguier. J'ai réduit ça en poudre. Ok, donc c'est ça vous avez réduit. Oui. C'est celui qui veut faire, viens à notre école. On va lui apprendre comment on fait ça. Voilà. Et tu vas garder ça pendant 6 mois, 1 an. Bien traité, bien stérilisé. D'accord. Vous voyez? Mais est-ce qu'il y a des plantes qui préviennent l'hémorroïde qu'on utilise pour prévenir? Je te dis ce que j'ai ici là. Vous connaissez? Quand tu as chayo, on a l'habitude de mettre pour faire les pâtés là, des fleurs. Non. Va chercher chayo là, pour garnir ta maison. Allez, le matin, tu dis, venez prendre un peu, c'est fini. Que interne et externe, les mots disparaissent. Ok, on en trouvera. Vous voyez? Donc, j'ai le l'ail, aïe. Aïe, oui, l'ail. Vous voyez, je réduis ça. C'est-à-dire, je vais chercher quoi? Lime, c'est quoi? Lime, c'est le beurre de karité. Beurre de karité. Vous voyez, je cherche beurre de karité. Oui. Allez, j'enlève la première partie là. C'est propre. Il ne faut pas chercher à laver. Allez, et tu écrases ça correctement. Tu mets ça dedans. Dans le beurre de karité. Et tu remues. Même si c'est interne, il ne faut pas attendre que ça sorte. Même si c'est interne, tu sens, celui qui a l'hémorroïde ne peut pas s'asseoir comme ça. Il n'est pas bien. C'est comme si quelque chose se passe à l'intérieur là-bas, au coucher. Mais quand tu n'es pas sorti, tu en prends un peu dedans. Et tu vas au lit. Le lendemain, à la toilette, ça va tomber, c'est fini, tu es bien. Tu prends la potion là, et tu mets un peu dedans, et c'est fini. Mais tout ce que vous dites là, quand on vient chez vous, ça n'a pas de coût? Non. Parce qu'on a vu, pour éviter la chirurgie, qui quand même
coûte cher. On vient voir les phytothérapeutes, la prise en charge n'est pas chère. Aujourd'hui, le programme national de la pharmacopée est en train de faire beaucoup. Qui est au niveau du ministère de la Santé. Et c'est-à-dire, d'abord, je vais parler de la direction de la recherche. Oui. Aujourd'hui, nous sommes au moins encadrés. Hein? Vous voyez, il faut parler aux thérapeutes. On n'a pas encore de subvention. Hein? Et dès qu'on a de subventions, ce qu'on vendait à 5 000, on va vendre ça à 500. Mais aujourd'hui, les gens ont pris conscience. Ils ne tassent plus. Okay. Je sais de quoi je parle. Je suis au niveau de Porto-Novo. Oui, je suis le serviteur. Oui. Au niveau de Gramma, c'est la sous-région. Quand on parle de Gramma, c'est la sous-région. Et c'est le Bénin qui est en charge. La direction exécutive, c'est donné au Bénin. Okay. Donc, nous devons démontrer que nous sommes exemplaires. Donc, l'État subventionne la phytothérapie. Une fois subventionné, vous allez voir. Aujourd'hui, on s'échine, il y a des certifications, il y a ceci, en plus de plantes. Mais bon, on se demande s'il faut subventionner la phytothérapie pendant que vous allez cueillir les plantes naturellement sans... Non. Subventionner pour pouvoir entretenir ces plantes-là, les conserver aussi. Les conserver. Et tout ça. Okay, avec quoi on va faire ceci? Voilà. Il y a des machines, non? Voilà. Même, on ne peut jamais rester à l'état. Même pour le contrôle de qualité et tout ça, il faut réduire le coût. Tu vas au CBST, ils finissent, après on va parler de l'AM. Qui a un problème aujourd'hui. On va en venir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Augustin Kouglo, d'être venu sur ce plateau offrir tous ces remèdes-là à nos téléspectateurs. C'était un plaisir, en tout cas, de vous suivre. On n'a vraiment pas envie d'arrêter. Mais on espère bien vous retrouver sur ce plateau très prochainement pour d'autres recherches, d'autres travaux de la phytothérapie béninoise. Merci également à vous, Rosanoli. Merci à vous. On continue avec vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous sur la toile à présent avec Marcel Betoro sur l'ActuWeb. Simone Gbagbo, bientôt libéré, c'est Alassane Ouattara qui l'annonce. Le président Ouattara dit agir en faveur de la réconciliation nationale. Ses propos sont sans ambiguïté. J'ai procédé ce lundi à la signature d'une ordonnance d'amnistie qui bénéficiera à environ 800 concitoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011. Il ajoute, 500 personnes sont déjà en liberté, il ne reste que 300 personnes, dont Madame Gbagbo. Autre information à présent, au Sénégal, tous les indicateurs sont au vert pour la filière mangue. C'est l'agence Ecofin qui l'annonce. C'est un volume jamais égalé lors des campagnes passées sur le marché de l'UEMOA, rapporte l'APS. Le Sénégal avait vendu plus de 17 000 tonnes de mangue pour environ 10 milliards de francs CFA en 2017. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le 3e pays exportateur de mangue derrière la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Encore une autre information sur la toile, le monde de la gastronomie en deuil. Joël Robuchon, célèbre cuisinier français, nous a quittés à l'âge de 73 ans des suites d'une maladie. Le site L'Internaute nous apprend que l'ambassadeur de la cuisine française, discret de nature, avait dissimulé sa maladie. L'homme souffrait d'un cancer. Sentant sa mort prochaine, il s'est occupé ces derniers mois à liquider ses restaurants. Le chef cuisinier qui s'était à remporter plusieurs prix, entre autres, meilleur ouvrier de France en 1976, puis cuisinier du siècle en 1990. Né d'une famille modeste en 1945, Joël Robuchon est parvenu à s'imposer dans le monde de la gastronomie grâce à sa passion pour la cuisine. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. Les experts de l'art culinaire retiennent de lui des déclarations fortes. Dans une entrevue accordée à l'Express en 2016 par exemple, il disait, je cite, « On ne peut créer la surprise avec un plat qu'une seule fois. Le plus dur, c'est ce qu'il y a de plus simple et bon.
Cela demande beaucoup de technique et de maîtrise. Si un client goûte un plat et qu'il se dit que c'est meilleur que ce qu'il cuisine lui-même, là c'est réussi. La grande cuisine, pour moi, c'est ça. Fin de citation. Finissons par le boa qui avale un pigeon en pleine rue à Londres. La toile nous apprend que c'est à cette horreur que les habitants d'une rue à Londres ont assisté. La vidéo ici nous en dit davantage. Fin de cette revue web. Prenez le rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Allez, merci à vous, Marcel Betoro, pour l'actu web. Rendez-vous demain. Sinon, grand rendez-vous demain. Mais avant demain, la météo d'abord. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le compte de ce grand rendez-vous d'aujourd'hui, le numéro 2 de la semaine. Demain, déjà à 19h00, on va se retrouver pour un autre grand rendez-vous. Bonne soirée.